Bonjour à tous et bienvenue à Science on tourne. Aujourd'hui, nous allons parler zéolite avec le professeur Joël Patarin, directeur de recherche au CNRS à l'Institut des sciences de matériaux de Mulhouse de l'Université de Haute-Alsace. Bonjour Joël. Bonjour Anne-Gaëlle. Vous voulez dire un mot sur votre... Donc je suis à l'Institut de sciences de matériaux de Mulhouse et j'appartiens à l'équipe matériaux à porosité contrôlée. Et comme son nom l'indique, cette équipe travaille sur des matériaux qu'on appelle zéolites, dont on va parler tout à l'heure. Et c'est une équipe d'une trentaine de personnes, tout personnel confondu. Voilà. Très bien, merci. Alors avant de poser vos questions à Monsieur Patarin, je vous propose de regarder un film d'une demi-heure que nous avons réalisé ensemble. Et à la fin du film, vous pourrez poster toutes vos questions sur ce même site internet, et ceci pendant 20 minutes. Alors attention, science, on tourne. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Gaëlle et je travaille à la Nef des Sciences à Mulhouse. Aujourd'hui, je vous présente Pierre qui bout. C'est une conférence animée par Joël Patarin. Joël Patarin est directeur de recherche au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Et il est également spécialiste de matériaux un peu étranges que l'on appelle zéolites. Mais je n'en dis pas plus, concentrez-vous bien, Joël va tout vous expliquer. Bonjour, comme vous l'a annoncé Anne-Gaëlle, je vais vous parler de solides nanoporeux, donc des zéolites. Alors, les zéolites, ce sont des aluminosilicates, ce sont des oxydes de silicium et d'aluminium. Et donc, c'est des solides qui sont caractérisés par la présence de petits trous dont la dimension est de l'ordre du nanomètre. Alors, c'est quoi le nanomètre? Le nanomètre, c'est le milliardième de mètre. C'est-à-dire que vous prenez un mètre et vous le divisez en 1 milliard de parties, et une partie, c'est le nanomètre. Une autre façon de voir la dimension nanométrique, vous êtes sur la Lune, et de la Lune, vous voyez une tête de fourmi qui, elle, est sur la Terre. Déjà, une tête de fourmi sur la Terre, c'est pas bien gros. Vu de la Lune, c'est très petit. Alors, pourquoi ces matériaux, ces zéolites, sont-elles intéressantes? Pourquoi ces matériaux qui présentent des petits trous de l'ordre du nanomètre sont-ils intéressants? Parce que le nanomètre, c'est la taille des molécules. Une molécule d'eau, c'est 0,28 nanomètres. Une molécule de diazote, c'est 0,36 nanomètres. Donc on voit bien que ces solides vont pouvoir capter, piéger, tamiser, filtrer, séparer des molécules. D'ailleurs, les zéolites, on les appelle aussi des tamis moléculaires, parce qu'on va pouvoir tamiser les molécules. Alors ces solides sont intéressants, et vous verrez tout à l'heure à l'aide d'un petit film qui va vous être projeté à la suite dans quelques minutes. Ce petit film va vous montrer pourquoi on les appelle zéolites, comment on les obtient, où les trouve-t-on, et surtout quelles sont les grandes applications de ces matériaux. Et le petit film vous montrera à chaque fois l'application, et puis à l'aide d'images de synthèse, comment ça marche. Alors ces zéolites, comme il y a de nombreuses applications, il a fallu en synthétiser, les préparer, les fabriquer. Donc ces matériaux zéolitiques, on les trouve dans la nature. On a à peu près 70 variétés différentes dans la nature, qui se différencient par la présence de canaux, de cages, de tubes avec des ouvertures différentes en taille de pore, etc. Et on a pu en élaborer à peu près 150 structures nouvelles. Donc on recense 220 variétés différentes de zéolites et de matériaux zéolitiques. Donc c'est un peu comme les champignons, il a fallu leur donner un nom. Et donc vous allez nous entendre parler de zéolite EMT. Donc chaque zéolite, chaque structure a un label de 3 lettres capitales, et EMT signifie par exemple ELF Mulhouse numéro 2. C'est un produit issu de cette équipe. Alors cette équipe, je n'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est une équipe qui dépend d'un institut, l'Institut de sciences des matériaux de Mulhouse, qui comprend à peu près 300 chercheurs, avec des personnels permanents, des chercheurs, des anciens chercheurs, des techniciens, et puis des personnels non permanents, des doctorants, comme Gaëtan, qui va vous parler tout à l'heure de la synthèse de ces matériaux, qui prépare un doctorat. Ces solides qui ont plein d'applications, donc 220 structures recensées, et à l'actif de cette équipe, nous avons à peu près une dizaine de variétés créées dans ce laboratoire. Donc 10 variétés sur 150, cocorico pour les Mulhousiens. Nous allons passer maintenant à la partie synthèse pour vous montrer comment on les prépare.
Gaëtan, on va donc faire une synthèse de zéolite. Et donc vous pouvez voir que Gaëtan, qui fait un doctorat au sein du laboratoire, est un peu déguisé parce qu'on va utiliser des ingrédients qui sont des réactifs chimiques et donc il faut se protéger. Donc Gaëtan a mis une paire de lunettes, des gants de protection et une blouse. On a préparé le gâteau, tout est préparé, mais on va vous montrer les principales étapes. La synthèse de ces solides, c'est comme pour préparer un gâteau, il faut des ingrédients. Alors nous, on n'a pas de farine et on n'a pas d'œufs. Les ingrédients sont une source de silice, une source d'alumine, une base, la soude généralement, de l'eau, et puis un ingrédient très important qu'on appelle un gabarit. Et ce gabarit, il peut être d'origine organique ou inorganique. Et c'est autour de ce gabarit que va venir se construire l'édifice minéral. Ça, ce sera très bien monté dans le petit film qui va suivre juste après. Donc Gaëtan a bien sûr préparé les choses hier. Donc il a pesé ces différents réactifs sur une balance de précision, puisque pour chaque zéolite, il faut une composition bien particulière entre les différents réactifs. Et maintenant, il va faire le mélange de ces différents réactifs pour obtenir notre matériau. Donc il commence par mettre de l'eau sur un agitateur magnétique, puisqu'il va falloir agiter le milieu réactionnel. Maintenant, il va mélanger le deuxième réactif, qui est le gabarit organique, l'éther couronne, le flacon numéro 2. Donc il a pesé une quantité bien précise de cet éther couronne, et il va maintenant procéder au mélange. Donc il prend une spatule, comme vous pouvez le constater, maintenant on a une solution limpide, donc le réactif 2 est complètement dissous dans l'eau. Donc Gaëtan va procéder à l'addition du troisième réactif, qui est une base, la soude, NaOH. Donc il va introduire ces pastilles de soude. On va attendre que les pastilles de soude soient complètement dissoutes et ensuite Gaëtan va introduire la source d'aluminium, donc qui est un aluminate de sodium dans notre jargon. Donc ça se présente sous une forme de poudre. Et là vous voyez qu'on obtient quelque chose qui commence à être couleur du lait. On n'a plus une solution limpide. Et on obtient quelque chose qui ressemble beaucoup au lait. Et maintenant, il va introduire le dernier réactif qui est la source de silice. Donc c'est une silice colloïdale, c'est une petite particule de silice en suspension dans l'eau. Et donc il va introduire cette solution de silice colloïdale dans le bécher et il va laisser agiter l'ensemble pendant quelques minutes et on appelle ça le gel réactionnel. On voit bien qu'on obtient quelque chose de visqueux, c'est un gel. Après 24 heures d'agitation, on obtient un gel qui est un peu plus dense et ce gel va être introduit dans un récipient qu'on appelle un autoclave, mais c'est une cocotte minute en quelque sorte. C'est un récipient en inox avec une chemise en téflon. Et Gaëtan va verser ce gel dans ce récipient. Alors vous voyez, c'est très visqueux. Ça fait un peu comme de la crème chantilly, mais ce n'est pas de la crème chantilly. Donc il faut tout récupérer, parce qu'on a mis des quantités bien précises, et donc on doit récupérer la totalité du gel pour le mettre à chauffer. Bien sûr, ne pas mettre le barreau aimanté dans le récipient. Alors maintenant, il va procéder à la fermeture de l'autoclave. Voilà. Donc visser la tête de l'autoclave sur le corps de l'autoclave. Et puis serrer les différentes vis pour assurer l'étanchéité parfaite de la cocotte minute. Voilà, l'autoclave est bien vissé, parfaitement étanche, et donc maintenant on veut le mettre dans un four, dans une étuve, à des températures qui ne dépassent pas 200 degrés.
Donc voilà l'étuve en question. Donc Gaëtan, l'étuve est déjà à une température préétablie, ici typiquement à 110 degrés, la synthèse se faisant à 110 degrés Celsius pendant une durée de 8 jours. Et donc Gaëtan met son autoclave dans l'étuve, ferme l'étuve, et voilà, la réaction va se dérouler pendant le chauffage, et ceci ce sera très très bien expliqué, me semble-t-il, dans le film qui sera présenté juste après. Grâce à des gants isolants, Gaëtan va pouvoir récupérer l'autoclave après la durée de synthèse de 8 jours. Donc il va sortir son autoclave. Bien sûr, fermer la porte de l'étuve parce que d'autres synthèses peuvent être en cours. Donc Gaëtan, après le refroidissement de l'autoclave, va procéder à son ouverture. Et puis si on a eu un peu de chance et si la ration s'est bien placée, on devrait obtenir une zéolite. Donc voilà, il procède à l'ouverture. Et il va verser le contenu de l'autoclave sur un filtre. Donc on va séparer la phase solide de la phase liquide par filtration. Et donc il doit obtenir au-dessus du filtre un gâteau, un solide, qui devrait correspondre à notre zéolite. Il va récupérer la totalité du matériau qui a précipité. Gaëtan vous montre maintenant le gâteau déposé sur le papier filtre. Donc maintenant, il va procéder à des opérations de lavage avec de l'eau distillée. Puisqu'on avait utilisé une base, il faut arriver à des eaux à pH neutre. Donc il va bien laver son matériau avec différentes quantités d'eau distillée. Et après ces opérations de lavage, on va mettre le matériau à sécher. Donc Gaëtan maintenant va récupérer le produit pour le mettre à sécher dans une étuve à 80 degrés pendant une nuit. Nous obtenons une poudre blanche, bien sèche, et nous avons au laboratoire beaucoup de techniques expérimentales qui nous permettent d'identifier ce matériau. Aussi, je vous invite à venir visiter le laboratoire pour voir ces différentes techniques. Voilà la poudre, on l'a caractérisée par les différentes techniques qui sont présentes au laboratoire et nous sommes sûrs que nous avons fait notre zéolite. Alors cette poudre-là, si je la regarde avec un microscope électronique à balayage, donc un gros microscope, je verrai ceci. Des beaux cristaux avec un faciès, ce sont des plaquettes hexagonales. Et donc typiquement, ces cristaux ont une dimension de 1 à 2 micromètres. Le micromètre, c'est le millionième de mètre. Et puis si j'avais un appareil encore plus puissant pour voir par un facteur 1000 ces photos, je verrais ceci. Voici la structure de squelette minéral et on voit que l'agencement des atomes de silicium, oxygène et aluminium conduit à un édifice poreux avec des canaux, je mets ma main dans le canal, et la dimension du canal, l'ouverture des pores de ce canal, fait 0,74 nanomètres. Donc on va pouvoir piéger des molécules au sein de ces canaux. Le matériau issu de synthèse n'est pas poreux. Pourquoi? Parce qu'il contient dans sa porosité le gabarit organique qu'on a utilisé. Donc on a un matériau qui n'est pas poreux, il va falloir éliminer ce gabarit organique. Et comme c'est de la matière organique et nous on a de la matière minérale, pour l'éliminer il suffit de calciner. Donc on va mettre cette poudre brute de synthèse dans un four à haute température, à 500 degrés Celsius, pendant une durée de 4-5 heures. Et donc on va décomposer le gabarit organique. Et on va obtenir après un matériau poreux. Donc le matériau poreux, le voilà, zéolite calcinée, j'ai marqué sur le flacon, c'est toujours une poudre blanche. Donc maintenant on a une poudre calcinée, donc un solide poreux, c'est la zéolite EMT, Elf Mulhouse numéro 2, T pour tout. Et cette poudre, on ne va pas pouvoir l'utiliser en tant que telle, parce que c'est de la poussière. Donc il va falloir avoir recours à des procédés de mise en forme. Et donc on va préparer soit des granulés, soit des billes, ou des pastilles.
Et donc maintenant, le matériau est prêt pour de multiples applications qui vont vous être décrites dans le film. « 1756, le minéralogiste suédois Axel Fredrik Cronstedt découvre la stellérite. Cette roche est la première d'une nouvelle famille qui compte 70 variétés naturelles, les zéolithes, du grec lithos, pierre, et zéo, bouillir. Car quand on la chauffe, cette pierre se met à bouillir. Le squelette minéral d'une zéolite se compose de tétraèdres, SiO4 en jaune et AlO4 en rose. Une liaison SiAl mesure 3 angstroms. Un tel assemblage délimite des cages et des cavités de dimension moléculaire. Cet édifice minéral est chargé négativement. Comme la nature n'aime pas les déséquilibres, elle installe des cations, des espèces chargées positivement, généralement des cations sodium, dans ses pores. Ces cations sont entourés de leurs molécules d'eau. Ainsi, quand on chauffe la zéolite, ces molécules d'eau se mettent à bouillir. Un seul gramme de zéolite comprend des milliards de pores ou de cavités semblables. Mis bout à bout, la surface que développent les pores ou cavités de ces matériaux peut atteindre 900 m² pour un seul gramme, soit plus qu'un terrain de handball. Ces caractéristiques, canaux et cavités de dimension moléculaire, cations de compensation hydratée, permettent d'envisager de nombreuses applications, les principales étant l'adsorption, la catalyse, l'échange d'ions. Du 27 avril au 2 mai 1986, 1800 missions héliportées ont largué 5000 tonnes de matériaux divers sur le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. L'épandage de zéolite visait à capturer des produits radioactifs. Ainsi, une zéolite naturelle, la clinoptylolite HEU, a fixé les cations césium, mais aussi strontium radioactif, par échange avec les cations sodium, évitant la dispersion d'atomes radioactifs dans l'environnement, puis dans la chaîne alimentaire. L'utilisation des zéolites naturelles a ses limites. Elles contiennent des impuretés qui peuvent porter préjudice aux applications souhaitées. Ainsi, on a élaboré des zéolites de synthèse. Cela permet d'obtenir des produits chimiquement purs et d'élargir le panel avec des substances ayant des propriétés inédites à l'état naturel. Désormais, on recense environ 70 structures naturelles et 120 synthétiques. Pour les identifier, on utilise une nomenclature de 3 lettres capitales, ici des cristaux EMT.
la synthèse de la zéolite EMT, on utilise des réactifs comme une source de silicium, une source d'aluminium, un gabarit organique appelé structurant autour duquel va se construire le squelette minéral, et puis de l'eau. Après homogénéisation, le mélange est placé dans un petit conteneur, un autoclave en acier inoxydable. Celui-ci est ensuite porté à une température inférieure à 200 degrés dans une étuve pendant des durées variables qui dépendent de la nature de la zéolite. Voilà ce qui se passe pendant la période de chauffage et comment se transforment les réactifs en zéolite. Les unités de construction de la zéolite, les tétraèdres SiO4 en jaune et AlO4 en rose, vont venir s'assembler autour du gabarit organique, représenté par les boules bleues et rouges, pour construire le squelette minéral. Les objets sont ici de taille nanométrique. Typiquement, une liaison rose et jaune fait 0,3 nanomètres, soit 0,3 millionième de millimètre. On aperçoit ici une vue de l'assemblage autour du gabarit organique. En prenant de la distance, cet assemblage conduit à des plaquettes hexagonales de taille proche du millième de millimètre. Puis, à notre échelle, ces plaquettes correspondent à de la poudre. Le produit obtenu n'est pas poreux, puisqu'il contient le gabarit dans sa porosité. Il faut donc éliminer ce gabarit pour libérer cette porosité. Ceci est réalisé par une calcination du matériau à haute température pendant quelques heures. On obtient alors le squelette de la zéolite EMT qui présente des tunnels avec des ouvertures de 0,74 nanomètres de diamètre. Cette taille est de l'ordre de la taille des molécules. Le produit, après une mise en forme, est prêt pour de nombreuses applications. Parmi les applications utilisant les propriétés d'adsorption des zéolites, le double vitrage. Du fait des différences de température, la vapeur d'eau, éventuellement présente entre les deux parois vitrées, se condensera en buée. Sauf si un joint parfaitement étanche est complété par une couche de zéolite qui peut piéger l'humidité. C'est l'adsorption. Ici, la zéolite LTA, sous sa forme déshydratée, capte les molécules d'eau présentes. On sait aussi synthétiser des matériaux qui n'aiment pas l'eau et adsorbent d'autres substances, notamment des composés organiques volatiles, les COV, comme les produits soufrés, le formol, le benzène. Parmi les applications utilisant les propriétés d'échange d'ions, les lessives sans phosphate. Beaucoup de lessives contiennent des phosphates, dont la fonction est de piéger les cations calcium. Or, les phosphates sont néfastes pour l'environnement,
car ils procurent un engrais aux algues qui prolifèrent et accaparent l'oxygène disponible au détriment des poissons qui dépérissent. Depuis 1974, certains détergents incorporent jusqu'à 30% en poids de zéolite LTA qui assure la même fonction. Cette zéolite, très fine et inerte, reste en suspension dans l'eau de rinçage. Une fois libérée dans le milieu naturel, elle ne contribuera pas au développement des algues. C'est actuellement le plus gros tonnage d'utilisation des zéolites. Parmi les applications utilisant les propriétés de catalyse, le craquage du pétrole. Dans ce procédé, la charge qui arrive, en rouge ici, et les particules de catalyseur qui contient de la zéolite, en jaune, se rencontrent à une température proche de 400 à 500 degrés. Les molécules hydrocarbonées vont être craquées et coupées en petites molécules d'essence, en bleu. Au cours de ce craquage, la zéolite va se désactiver, devenir noire, s'entourer de coques et donc perdre ses capacités. Il va falloir la régénérer. Les particules de catalyseur que vous voyez ici sous forme de billes et qui contiennent 20% de zéolite et 80% de liant sont envoyés dans un four à haute température à 800 degrés de façon à éliminer le coke et régénérer la zéolite. Par ce moyen, on augmente considérablement la production d'essence. Des protons H+ remplacent les cations sodium. Ces matériaux, aux propriétés fortement acides, sont utilisables en catalyse acide et capables de couper les grosses molécules hydrocarbonées. Les zéolites sont des aluminosilicates composés de tétraèdres. D'autres matériaux leur sont apparentés, par exemple les silicates qui ne contiennent pas d'aluminium, les métallophosphates qui ne contiennent pas de silicium ou les argiles. La particularité des argiles, qui sont aussi des aluminosilicates, est leur structure en feuillet. Ce facteur de forme accroît leur capacité d'absorption et de compensation de charge. Tous ces matériaux, zéolites et matériaux apparentés, silicates, argiles, métallophosphates, contribuent à la dépollution et la production d'énergie. Ils peuvent également servir à la valorisation des déchets ou au stockage d'énergie. J'espère que ce petit film vous a permis de bien comprendre l'intérêt de ces matériaux, les applications qui sont nombreuses. Vous avez vu par exemple que si vous avez de l'essence, c'est grâce à ces matériaux, puisque toutes les raffineries font du craquage catalytique, et le catalyseur de craquage, c'est ce produit-là. Et ce produit contient 20% de zéolite FAU. C'est la zéolite FAU qui coupe les chaînes carbonées de goudron en fraction essence ou gasoil. Donc il y a plein d'autres applications, dont une que nous développons ici, c'est la capture des composés organiques volatiles. Vous avez tous entendu parler des COV qui polluent nos atmosphères intérieures, qui polluent les crèches, les écoles, etc. Puisque les mobiliers modernes, par exemple, sont faits à partir de panneaux agglomérés qui sont composés de particules de bois collées avec des cols uréformol, et donc il y a des émissions telles que le formaldéhyde. Et donc ces matériaux sont capables de piéger ces COV. Vous avez vu dans le film tout à l'heure que ces matériaux pouvaient piéger les traces d'eau entre les parois vitrées, mais on sait faire des matériaux qui n'aiment pas l'eau, mais qui adorent la matière organique, et donc voir piéger ces COV. Ces COV sont issus d'origine industrielle. Il y a aussi des COV qui proviennent des stations d'épuration. Les mauvaises odeurs, par exemple, ce sont des COV, des composés soufrés. Et donc tous ces matériaux poreux, qui aiment la matière organique, vont pouvoir être efficaces pour capter ces polluants. Alors nous, ici, au laboratoire, nous développons depuis un certain nombre d'années la décontamination dans le domaine du spatial. Donc on va essayer de piéger des COV dans le domaine du spatial. On a une collaboration forte avec le CNES, le Centre national d'études spatiales,
Et le but, c'est que lorsque vous envoyez un satellite dans l'espace, ce satellite contient des capteurs, des optiques, et si jamais il y a des COV, des composés organiques volatiles qui viennent se déposer sur ces optiques, votre satellite est aveugle. Alors ces COV proviennent des gaines polymères qu'il y a dans les gaines électriques du satellite, etc. Et donc récemment c'était en 2006, mais récemment, c'est-à-dire l'an dernier, vous avez tous vu le robot Curiosity qui est sur la planète Mars. Et dans ce robot Curiosity, qui a été lancé par la NASA, l'agence spatiale américaine, dans ce robot Curiosity, le CNES, l'agence française, a œuvré pour 2 équipements. Un équipement qui s'appelle ChemCam, et dans cet équipement, on nous a demandé, nous les Mulhousiens, de mettre un adsorbant, une formulation d'adsorbant pour capter ces COV. Et vous allez voir sur la tête du robot, dans la tête du robot, il y a une pastille qui fait 0,4 grammes, 400 mg, c'est pas énorme, mais qui est là pour capter les COV. Donc si vous avez de belles images, c'est grâce à ces matériaux, et un peu grâce à nous. Voilà. Alors bien sûr, on sait dépolluer l'air, mais on peut dépolluer l'eau. Donc on voit que ces matériaux ont un potentiel très important pour la protection de l'environnement. Une autre application dont je ne parlerai pas ici parce que je n'ai pas le temps, mais qui pourrait faire l'objet d'une autre intervention, c'est le stockage d'énergie. Et on est leader, on a le leadership au niveau international dans ce domaine. On va se servir de ces matériaux pour stocker ou restituer de l'énergie. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc j'espère vous avoir convaincu que ces matériaux sont importants, vous les utilisez tous les jours. Et si demain vous allez chercher de l'essence, j'espère que vous vous rappellerez que c'est grâce à ces matériaux. Je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre aux nombreuses questions que vous aurez à me poser et j'espère que notre discussion sera très fructueuse. Les premières questions. D'où viennent les éolites ? Me demande le lycée Lavoisier de Mulhouse. Donc les éolites, ce sont des composés naturels, donc vous les trouvez dans des roches volcaniques, vous les trouvez aussi dans les roches sédimentaires où il y a eu de l'eau, puisque vous avez vu dans le film, la croissance se fait en milieu haut, la synthèse de ces matériaux, donc c'est des roches sédimentaires et volcaniques les principales, en éolites naturelles. Alors il y en a peut-être sur d'autres planètes, mais ça, seule l'exploration nous le dira. Alors à quoi servent les éolites, nous demande Julie. Je pense que ça a été décrit dans le petit film, 3 grandes applications. L'adsorption, le piégeage des molécules d'eau dans les doubles vitrages, le craquage catalytique pour faire de l'essence, et puis l'échange cationique pour piéger les méchants cations calcium qui sont présents dans les eaux de lessive. Voilà. Donc ça, c'est les 3 applications principales. Après, il y a quelques applications plus anecdotiques, mais les principales, c'est celles-ci. Adsorption, échantillon et captage. D'accord. Alors Luc nous demande qu'est-ce qu'un matériau nanoporeux ? Vous pouvez le réexpliquer ? Alors, un matériau nanoporeux, c'est un matériau qui contient des nanopores, donc des pores dont la dimension est de l'ordre du nanomètre. Et comme le film vous l'a montré, le nanomètre, c'est le milliardième de mètre. Donc typiquement, vous prenez un mètre, vous le coupez en 1 milliard de parties, et le nanomètre, c'est cette partie-là. Donc c'est des matériaux caractérisés par des trous dont la dimension est de l'ordre du nanomètre de la taille des molécules. D'accord. Le lycée de Thann nous demande, est-ce cher à produire les éolites ? Alors je vais faire une réponse, ça dépend. Réponse de Normand, celle qui est dans les lessives, dans les productions dans les détergents, elles sont pas très chères. Les éolites naturelles, c'est pas très cher non plus. Par contre, il y a certaines éolites de synthèse qui sont horriblement chères parce que le gabarit organique qui a été utilisé pour la synthèse coûte horriblement cher. Donc c'est variable. Voilà. Antoine nous demande pourquoi les éolites sont-elles utiles pour l'environnement ? Le sont-elles pour autre chose ? Bon, pour l'environnement, le film vous l'a expliqué un petit peu, pour la capture des composés organiques volatiles, on pourrait traiter l'eau, éliminer les traces de molécules organiques dissoutes dans l'eau. On aurait pu mettre des éolites pour capter ces molécules-là. Piégeage des cations radioactifs, ça vous a été montré aussi dans le film. Et alors, autre application des éolites, le séchage de gaz. Quand vous voulez avoir un gaz sec, sans eau,
Et le gaz est déshydraté sur zéolite hydrophile. Et puis dans les autres applications, production aussi, par exemple, si vous avez de l'oxygène à 99,9999%, c'est grâce aux zéolites, puisqu'on sépare les traces d'azote contenues dans l'air de l'oxygène, donc on enrichit la fraction en oxygène par piégeage sur matériaux zéolitiques. Voilà quelques-unes des applications. Alors dans le domaine médical aussi, les Américains utilisent des pansements zéolitiques pour arrêter une hémorragie. Donc c'est des pansements qui sont utilisés pendant les temps de guerre. Hein. Et puis certaines sociétés les utilisent aussi dans le domaine médical, mais ça reste à valider, pour le traitement de certaines tumeurs cancéreuses, etc. Voilà. D'accord. Le lycée d'Illkirch, lycée Le Corbusier, est-ce que les zéolites pourraient être utilisés pour éviter la corrosion ? Très bonne question. La réponse est oui. On peut utiliser les zéolites alors, à la place des revêtements chromés. Vous savez que le problème du chrome, c'est le chrome 6, qui est cancérigène. Et donc, c'est pour ça que vous n'avez plus dans les voitures de chrome. Mais on pourrait, pour éviter la corrosion, mettre un film zéolitique. Et il a été montré, pas par nous, par d'autres chercheurs, des Japonais notamment, qui ont montré qu'un film de zéolite développé sur une surface d'aluminium empêche la corrosion de l'aluminium. Donc oui, c'est une très bonne question, ça peut servir comme agent anti-corrosion. D'accord. Alors, je crois qu'on a déjà répondu à la question « Où peut-on trouver les zéolites » Alors, celles de synthèse, on les trouve dans la nature, mais en France, par exemple, vous en trouvez dans le Massif central. Il y a de gros gisements dans les Balkans, en Bulgarie, etc. Et puis, aux États-Unis aussi, il y a des mines de zéolite chabazite notamment. Et en France, on a trouvé aussi, donc essentiellement Massif central, oui. Voilà. D'accord. Alors, Kevin nous demande, tous les matériaux nécessaires à la synthèse de la zéolite sont-ils faciles à trouver ? Bon, pour la soude, c'est pas très difficile, c'est un produit commercial, c'est même un sous-produit souvent de fois, donc c'est facile à trouver. La silice, c'est l'élément le plus important sur la planète Terre, donc c'est pas difficile à trouver. Ce qui est difficile à trouver, ce sont par exemple les gabarits organiques. Souvent de fois, il faut les synthétiser. Et la synthèse, souvent de fois, se fait à l'échelle de quelques grammes. Donc, il y a parmi les structures zéolitiques, les nombreuses structures zéolitiques qui existent, il y a ce que j'appelle des objets de laboratoire, parce qu'on est capable de les élaborer à l'échelle du gramme seulement. À l'heure actuelle, on recense 231 structures zéolitiques, donc variétés zéolitiques. Et sur les 231, il y a 70 variétés naturelles. Et puis dans celles qui sont commercialisées, qui ont une application industrielle, il y en a à peu près 16 types. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'objets de laboratoire. Parce que justement, certains réactifs sont produits à l'échelle de quelques grammes. Voilà. Très bien. Morgane nous demande comment stocker l'énergie grâce aux zéolites. Alors ça, c'est la deuxième histoire qui n'a pas été racontée dans le film. Et là, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes les pionniers sur cette thématique, donc c'est encore au stade recherche. On n'a pas d'application industrielle parce que la quantité d'énergie stockée pour l'instant n'est pas suffisante, ne justifie pas une application industrielle. Donc on travaille, il faut encore travailler pour améliorer les rendements énergétiques. Alors comment ça marche ? Ce qu'on fait, on prend une zéolite qui n'aime pas l'eau, donc un matériau hydrophobe, et on va forcer l'intrusion d'eau dans ce matériau qui n'aime pas l'eau. Alors c'est une fois que vous avez exercé une pression, donc une certaine énergie, et une fois que vous avez introduit l'eau dans la porosité, quand vous relâchez la pression, la zéolite réagit comme un ressort, restitue l'eau, et donc on a des rendements énergétiques qui sont très élevés, mais la quantité d'énergie stockée est relativement faible. Donc c'est par contrainte, intrusion d'eau et exclusion d'eau qu'on fait du stockage d'énergie. Mais ça reste à l'échelle laboratoire pour l'instant. Dans 10 ans, peut-être qu'on verra quelques applications. Est-ce que les zéolites pourraient être utilisées pour dépolluer l'intérieur de nos maisons ? Ah oui, c'est déjà utilisé d'ailleurs. Il y a certains fabricants de plafonds en plâtre, je ne vais pas dire les plaques de BA13 de 13 mm, qui mettent des zéolites naturelles pour piéger les fameux COV, les composés organiques volatiles, donc tout ce qui est formaldéhyde,
qui sont dégagées par les meubles modernes, un mobilier moderne. Vous savez qu'un mobilier moderne est constitué de particules de bois, et pour les coller, ces particules, on utilise une colle uréformol. Dans uréformol, il y a formol, donc formaldéhyde. Et donc certains fabricants de plâtre introduisent des zeolites pour capter ces COV. Donc oui, il y a un enjeu capital. Ça, c'est une application qui va prendre de l'ampleur d'ici quelques années. Si on savait faire des peintures zéolithiques, il suffirait de peindre les murs de cette pièce, et comme les peintures, on les renouvelle tous les 10 ans, on aurait constamment une pièce qui serait exempte de COV. Donc il y a un marché important dans ce sens-là. Oui. D'accord. Existe-t-il d'autres solides microporeux, nous demande le lycée Lavoisier. Alors microporeux, vous avez vu dans le film, c'est inférieur à 2 nanomètres. Hein. On travaille sur d'autres matériaux qu'on appelle des matériaux mésoporeux, avec une taille de pore qui va de 2 à 50 nanomètres. Ces matériaux sont intéressants, pas forcément pour l'absorption de COV, parce que les microporeux, le fait, quand vous avez des pores de très petite taille, l'absorption de molécules dans ces pores, l'attraction entre les murs de ces matériaux microporeux et les molécules en question est très forte. Donc on va pouvoir piéger des traces de molécules organiques. Quand vous utilisez des matériaux mésoporeux avec des tailles de pores plus importantes, l'attraction entre les murs, les parois du matériau et les molécules est moins forte, et donc c'est moins d'absorption. Mais c'est des matériaux qui ont un potentiel, puisqu'on peut, contrairement aux matériaux microporeux, on peut modifier la surface des pores et leur conférer des propriétés que n'ont pas les solides microporeux. Donc il y a ces matériaux mésoporeux, puis il y a une nouvelle famille de matériaux qui a vu le jour il y a une dizaine d'années maintenant, qu'on appelle des MOF, des Metal Organic Framework. Ce sont des assemblages mixtes entre matière minérale et matière organique. Mais mes zéolites, ce sont essentiellement des matériaux inorganiques, la matière minérale. Et maintenant, on fait des matériaux dont la charpente est constituée d'espèces organiques et d'espèces inorganiques. Et le fait d'avoir des espèces organiques, ça permet d'avoir une souplesse. Et donc ces matériaux MOF sont doués, ils respirent. C'est comme des ballons de baudruche. Donc ils ont des capacités d'attention importantes, du fait d'avoir ces connecteurs organiques qui sont flexibles. Donc on travaille sur ces 3 types de matériaux au laboratoire, puis vous avez d'autres matériaux microporeux que sont les charbons actifs. Un charbon actif, ce que vous avez dans les filtres de la hotte de vos cuisines, ce sont des charbons actifs pour capter les odeurs de cuisine, les odeurs de friture, les choses comme ça. C'est du charbon actif, c'est pas très cher. L'inconvénient du charbon actif, c'est que c'est des solides microporeux, mais pas avec une taille de pore parfaitement distribuée, étroitement distribuée. Les zéolites, vous avez une taille de pore. Dans les charbons actifs, vous avez des micropores de tailles différentes. Donc vous n'avez pas de sélectivité dans l'absorption. Mais ceci dit, ce sont des matériaux intéressants qui sont utilisés pour capter des molécules. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour sur les matériaux nanoporeux. Voilà. Oui. Où fabrique-t-on de la zéolite en Alsace, à part à Mulhouse, nous demande Maurice. Bon, à Mulhouse, on la fabrique au niveau laboratoire, on n'en fait pas des tonnes. Alors, on a monté, nous, une petite start-up qui est là pour faire du scale-up, le transfert d'échelle du gramme à l'échelle de la tonne. Et donc, on a une unité de production, un pilote qui va jusqu'à 40 kg par badge, donc c'est pas l'échelle industrielle. Les productions de zéolites, les industriels qui produisent des zéolites, il y a ceux qui les utilisent pour les lessives, donc il y a des usines en Belgique. Pour la pétrochimie, les usines que je connais, c'est en Allemagne ou en Angleterre, puis il y en a sans doute aux États-Unis. En France, il y a Arkema qui produit des zéolites par CK, la zéolite A qui est dans les doubles vitrages. Je me retourne, mais en fait, c'est pas de vitre derrière moi. Et donc, oui, Arkema. Et puis, autrement, vous aviez en Allemagne, c'était Grace Davison. Et puis, il y a Zeolist, les Américains, une grosse boîte américaine qui produit des zéolites pour le craquage catalytique. Et puis, vous avez aussi en Allemagne Clariant. Enfin, c'était Sudchemie, Clariant. Donc, il y a plusieurs fabricants qui produisent ça à l'échelle de plusieurs centaines de tonnes. Alors bien sûr, il y en a 16 types différents qui sont produits à cette échelle industrielle. Sur les 230 structures, il n'y en a que 16 produites à l'échelle industrielle. Voilà. Est-ce que vous savez quand les zéolites ont été découvertes ? Demande le lycée Lavoisier. Si vous avez bien vu le film, surtout qu'il a été répété 2 fois, donc en 1756, Cronstedt a découvert les zéolites. Alors,
À cette époque-là, ils n'avaient pas beaucoup de matériel pour identifier. Hein. Ils regardaient les cailloux dans la nature, puis ils les prenaient, puis ils avaient le briquet, puis ils chauffaient un peu le caillou. Et c'est comme ça que Conchette s'est aperçu qu'il y avait un caillou qui, sous l'effet d'une flamme, se mettait à bouillir, parce que l'eau qui était absorbée dans le caillou s'évaporait. Donc les premières découvertes de zéolithes, je dirais que c'est 1756. Et puis vraiment, l'essor des zéolithes au point de vue industriel, ça a vu le jour dans les années 50, 1950, oui, avec la pétrochimie, le craquage catalytique. Parce qu'on a pu augmenter considérablement les rendements en essence et en gasoil grâce à ces zéolithes. Et donc l'engouement s'est fait à partir des années 50, 1950. Mais le lycée de Thann, justement, demande si vous pouvez réexpliquer comment les zéolithes interviennent dans le craquage du pétrole. Ah, alors, quand vous avez le pétrole, c'est un alambic, hein, pas le pétrole, mais la raffinerie. Donc le pétrole arrive, vous avez des pétroles de plus ou moins bonne qualité, et donc la première opération que fait une raffinerie, c'est la distillation. On distille. Et quand vous distillez, vous avez des résidus de distillation, vous faites à peu près 20% d'essence, et puis vous avez plein de résidus à faible valeur ajoutée. Donc ces résidus, il va falloir les transformer en produits à haute valeur ajoutée. Donc ces résidus, ce sont des longues chaînes hydrocarbonées, donc c'est des chaînes carbone-carbone qui font très très longues, hein, genre paraffine, vous voyez. Et l'essence, c'est aussi des chaînes hydrocarbonées plus courtes. Donc si vous avez des paires de ciseaux pour couper ces chaînes hydrocarbonées, vous allez faire de l'essence. Donc les raffineries, après la distillation, passent le résidu de craquage sur un catalyseur qui est porté à 500 degrés. Le catalyseur, c'est la zéolite, hein. Et quand les molécules de résidus de distillation rencontrent la zéolite, elles vont rencontrer les protons. On a un matériau qui est dans sa forme acide, ce sont les fameuses paires de ciseaux dans le film. Et donc ces protons, on va faire de la catalyse acide, vont couper ces chaînes hydrocarbonées en fraction essence. Alors au cours de l'acte catalytique, comme ça a été montré dans le film, la zéolite va se désactiver. Elle va s'entourer de coques, hein. Et donc, elle est automatiquement régénérée. Il y a un cycle de régénération. Hein. Il suffit de calciner la zéolite à 800 degrés et on retrouve un matériau qui a les propriétés acides pour continuer à craquer du pétrole. Donc, toutes les raffineries dans le monde font la distillation du pétrole, du craquage catalytique. Donc, le catalyseur, c'est la zéolite. Et ça fait de l'essence. Et elles font aussi de l'hydrocraquage catalytique. C'est le même catalyseur, c'est une zéolite, mais le craquage se fait sous pression d'hydrogène. Et ça, avec ça, vous faites du gasoil. Et sans les matériaux zéolitiques, on n'aurait que 20% d'essence, alors qu'avec les matériaux zéolitiques, vous arrivez à faire des pourcentages de l'ordre de 60-80% d'essence. Donc si vous avez de l'essence à la pompe, c'est un peu grâce à ces matériaux. Voilà. Merci. Quelle est la durée de vie des zéolithes, nous demande Madame Mess. Très bonne question également, parce que pour l'absorption, vous avez bien compris que la zéolite, c'est un récipient qui est capable d'absorber. Mais quand le récipient est plein, il n'a plus de capacité d'absorption. Si je prends les doubles vitrages par exemple, une fois que vous avez saturé en eau la zéolite, elle ne peut plus capter de nouvelles molécules d'eau. Donc vous allez avoir de la buée entre les parois vitrées. Donc théoriquement, un double vitrage ne doit jamais... Quand vous avez de la buée, ça veut dire qu'il y a eu une fuite qui vient de l'extérieur. Hein. Généralement, un double vitrage, s'il n'y avait pas de fuite sur les joints, la durée de vie de la zéolite serait infinie, parce que la capacité de stockage de la zéolite qui est sous la baguette métallique est énorme par rapport aux éventuelles traces d'eau qui a piégé. Hein. Par exemple, je vous ai parlé, dans le film, on vous parle du robot Curiosity, on a mis une pastille, je ne sais pas si on la verra à la caméra, mais c'est ce type de pastille qui est dans le robot, dans la tête du robot, 400 mg. Et cette quantité de zéolite a été calculée en fonction de la quantité de composés organiques volatiles qui étaient censés être présentes dans le robot. Et donc ça, c'est des données qu'on nous a données. À partir de ces données, on a chiffré la quantité de matériaux zéolitiques à introduire et on a pris une tolérance pour que le robot puisse avoir une durée de vie. Alors je ne sais pas quelle sera sa durée de vie, mais normalement un robot c'est 5-10 ans, quoi. Donc 400 mg, c'est pour assurer la durée de vie du robot pendant cette durée, hein, de 5 à 10 ans. Voilà. D'accord. Alors il nous reste plus que 3 minutes. On va peut-être passer aux questions
sur votre métier, par exemple. En quoi votre métier de chercheur sur ce sujet vous passionne-t-il? Moi, je suis comme un gosse. Pour vous montrer pourquoi ces matériaux sont si passionnants. Si je prends, je vous ai dit que c'est des matériaux qui ont des pores de 2 nanomètres. Donc des pores qui font 2 milliardièmes de mètre en diamètre. Et dans 1 gramme de matériaux, alors souvent de fois c'est des pores, donc des tubes qu'il y a dans ces matériaux, ces petits tubes. Et si je mettais tous ces petits tubes les uns au bout des autres, quelle distance aurait cette longueur de tube pour 1 gramme de zéolite? Avec 1 gramme de zéolite, alors 1 gramme de zéolite, là j'ai à peu près 0,5 grammes dans cette boîte. Donc vous doublez cette quantité-là, et si je prenais tous les nanotubes qu'il y a dans ces matériaux, et si je les collais les uns au bout des autres, j'arriverais à une distance qui est énorme. Alors je vous la donne, c'est une distance qui est de l'ordre de 2200 fois le trajet Terre-Lune. Ça vous montre ce que c'est, ces matériaux, la division de ces matériaux. Et quand vous voyez les propriétés de ces matériaux, que ce soit pour le captage, l'échange d'ions, le captage de molécules, ou que ce soit pour le craquage, moi je suis toujours émerveillé pour savoir que cette poudre blanche, par exemple, que vous avez ici, celle-ci est capable de capter du toluène. Elle est spécifique pour le toluène. Il y a du toluène dans cette pièce, j'ouvre la boîte, les molécules de toluène vont être captées par ce matériau. Donc, moi, c'est un peu comme du Lego. Quand vous faites la synthèse de zéolite, je ne sais pas si vous faites des Lego techniques. Moi, j'ai un gamin qui aime bien construire des Lego, enfin un gamin qui est assez grand d'ailleurs, mais qui joue toujours au Lego technique. Moi, je joue aussi au Lego zéolitique. Donc, le but dans mon métier, moi, c'est de faire de nouveaux matériaux zéolitiques, de faire de nouvelles structures zéolitiques. Donc, vous me direz, comment faites-vous pour faire de nouvelles structures? Bon, alors j'ai acquis de l'expérience, mais en science, il faut être très humble parce que je mets les réactifs dans une boîte, je ferme la boîte et je mets à cuire. Et puis après, je prie bien fort pour que tout se passe bien, pour que j'obtienne un nouveau produit. Donc, au laboratoire, par exemple, sur les 230 structures zéolitiques qui sont recensées dans le monde, on a à notre actif une dizaine de structures. Donc, ce qui n'est déjà pas mal pour la petite ville de Mulhouse, avoir 10 structures. Donc oui, ce métier est passionnant parce que vous découvrez toujours quand vous allez découvrir un nouveau matériau, vous avez un potentiel d'application tout est ouvert, quoi. Donc c'est comme un jeu de construction. Quand vous faites un bel objet à partir de pièces, après vous pouvez envisager plein d'applications. Donc nous sommes des grands enfants, nous jouons beaucoup. Qu'est-ce qui change entre les différents types de zéolite, nous demande Kevin. Très très bonne question. Ce qui change, ça peut être le diamètre des pores, l'ouverture des pores. Ce qui peut changer aussi, c'est la géométrie du système poreux. Vous avez des matériaux qui présentent un système monodimensionnel de canaux, c'est-à-dire qu'on a des canaux rectilignes. Vous avez des systèmes, des zéolites qui présentent des structures avec un système bidimensionnel ou tridimensionnel de canaux. Donc on a un système, dans les 3 dimensions, on a des canaux. Puis vous avez des structures qui présentent des cages. On a des ouvertures, puis après c'est des cages. Donc la variété du système poreux, la variété de la dimension des pores explique la diversité des matériaux zéolitiques. Alors quel est votre parcours professionnel, nous demande Jean. Parcours tout à fait normal. J'ai été lycéen comme vous, donc j'ai eu un bac. Moi j'ai fait un bac de technicien. Et puis après j'ai fait l'université. Alors c'était à l'époque DUG, licence, maîtrise. Donc le niveau de maîtrise, si ma mémoire est bonne, c'est un bac plus 5, ou bac plus 4, oui, pardon. Et après, il y avait le DEA, bac plus 5. Et puis après, la thèse, le doctorat, c'est 3 ans après le bac, etc. Donc ça vous amène à bac plus 8. Et puis après le bac plus 8, il y a l'habilitation, une deuxième thèse, et puis etc. Donc ça vous amène tout de suite à bac plus 13. Mais déjà, bac plus 8, vous êtes docteur. Voilà. Alors docteur en philosophie, docteur en chimie, docteur voilà. 8 ans, c'est ce que je me plais toujours à dire, 8 ans c'est rien, donc si vous décidez de vouloir faire des études, allez-y, bac plus 8. Puis après, c'est selon votre feeling, si vous aimez la chimie, faites de la chimie, si vous voulez faire de la physique, faites de la physique, voilà. Mais faites des études parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, parce que même avec un bac plus 8, vous pouvez devenir boulanger si vous voulez devenir boulanger, il n'y a pas de saut métier.
Mais ce sera plus difficile si vous êtes boulanger qu'à 45 ans de se remettre aux études pour apprendre les zeolites, voilà, entre autres. Donc faites des études, vous êtes jeune, allez-y. Mais il faut bosser un petit peu, voilà. Donc si vous bossez un petit peu, puis il n'y a pas de raison, tout le monde peut y arriver. Et, vous savez, on est tous pareils, donc il n'y a pas de souci. Faites des études. Merci de nous avoir suivis, de vous être connectés à ce webcast. Merci aussi pour vos nombreuses questions très pertinentes. Merci professeur. Et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain webcast le 28 janvier prochain à 14h. Toutes les infos sont disponibles sur notre site internet Nef des Sciences, alors nef-sciences au pluriel.fr. Merci à vous tous, à bientôt, au revoir. Au revoir.